Salut à tous, j'espère que vous tenez bon, vraiment. Entre Alger et Tunis, c'est l'amour fou ces temps-ci. Mais attention, pas l'amour des libertés, pas celui du progrès social ou de la croissance équitable. Non, ce n'est pas un couple modèle pour la démocratie. C'est plutôt un duo sinistre, main dans la main, dans une idylle autoritaire. On assiste à une alliance nauséabonde entre deux chefs d'État que tout rapproche. La passion de la répression et le mépris des droits fondamentaux. Abdelmadjid et Kaïs, ou devrais-je dire les inséparables, se gratifient mutuellement du doux titre de « frères ». Et pas seulement en façade, ils s'enlacent idéologiquement. Pourquoi tant d'amour? Parce qu'ils partagent la même obsession, faire taire, punir, écraser tout ce qui ose penser autrement. Sous leur régime, toute voix dissidente est une cible. La liberté? Une erreur de casting dans leur scénario. Et voilà qu'en plein mois de janvier 2026, un nom refait surface et secoue toutes les consciences. Saifeddine Maalouf. Depuis le 18 janvier, cette affaire brûlante éclabousse les unes des journaux, fait grincer des dents à l'international et révolte jusqu'aux défenseurs des droits humains, que ce soit à Alger ou à Tunis. C'est simple. Cette histoire est une gifle en plein visage du droit international. Un crachat sur les conventions que les régimes d'Abdid et de Qusay prétendent défendre, tout en les piétinant sans vergogne chez eux. Le plus ironique? Ces deux-là n'hésitent jamais à faire la leçon au monde, à pointer du doigt Israël à chaque occasion, au nom du respect des lois internationales. Mais dans leurs propres frontières, c'est une autre chanson. Répression, violation, persécution. L'affaire Maalouf n'est pas juste un exemple. C'est le miroir éclatant de leur hypocrisie assumée. Quant à Maalouf lui-même, il n'est pas un inconnu chez lui. Figure bien connue de la scène politique tunisienne, cet ancien député, ex-président de la coalition islamo-conservatrice Al-Karama, a vu son destin basculer après avoir fui le régime de Kaïs Saïed. En juillet 2024, il trouve refuge en Algérie, mais au lieu d'y trouver asile, il se retrouve incarcéré. Depuis, il croupit derrière les barreaux du centre pénitentiaire d'Oron. 1 an et demi de détention pour un homme dont le seul crime est d'avoir appartenu à l'opposition. Un réfugié devenu otage politique d'un jeu de dupes entre deux régimes aux relents autoritaires. Même derrière les barreaux, il n'est pas resté immobile. Alors qu'il était déjà privé de liberté, Saifeddine Maalouf a enclenché une autre bataille, celle du droit international. Il a saisi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dont le bureau est installé à Alger. Verdict sans ambiguïté, protection accordée. À 48 ans, il est officiellement reconnu comme réfugié politique, noir sur blanc. Retour en arrière. Le 4 juillet 2024, tout se joue à l'aéroport d'Annaba. Maalouf tente de quitter l'Algérie, direction Istanbul, avant de rejoindre les siens à Doha pour y trouver refuge. Mais la police des frontières algériennes l'intercepte. Un détail administratif devient soudain capital. Aucun tampon d'entrée sur son passeport. Ce simple cachet manquant déclenche toute la mécanique répressive. Ce vide bureaucratique révèle une réalité bien plus lourde. Pour échapper aux représailles du régime tunisien, il avait traversé la frontière algéro-tunisienne discrètement. En Tunisie, les choses étaient déjà verrouillées. Surveillance judiciaire, interdiction de voyager, scénario d'incarcération en préparation. Résultat, en Algérie, il est poursuivi pour entrée irrégulière et usage de faux. Mais malgré les accusations et la détention, sa demande d'asile aboutit. Le HCR tranche, persécution politique avérée, statut confirmé. Et pourtant, oui, malgré tout ça, une question revient sans cesse. Pourquoi a-t-il obtenu ce statut de réfugié politique? La réponse est simple, presque scolaire. Parce qu'il existe un cadre juridique international, clair, écrit noir sur blanc. Quand une personne est traquée pour ses idées, sa foi ou même son identité, le droit d'asile n'est pas une faveur, c'est un droit. Ce principe porte un nom et n'a rien d'obscur, la Convention de Genève de 1951. Ce texte fondateur, consacré à la protection des réfugiés, n'est pas une opinion ni un slogan militant. C'est l'un des socles du droit international, reconnu comme tel par les Nations unies. Et l'Algérie, comme tant d'autres États, n'a pas seulement applaudi ce texte.
Elle l'a ratifié, officiellement. D'abord en février 1963, puis en validant le protocole additionnel de 1967, avant d'entériner l'ensemble des extensions qui ont renforcé cette convention la même année. Autrement dit, ce n'est pas une option morale, c'est une obligation légale. En acceptant ces engagements, l'Algérie s'est engagée à respecter, appliquer et défendre la Convention de Genève, sans condition, sans mais, sans contorsion. Il existe une ligne rouge que le droit interdit de franchir. Un État n'a pas le droit de livrer une personne reconnue réfugiée à un régime où l'attendent un jugement truqué, une condamnation écrite d'avance, l'effacement de la présomption d'innocence et possiblement la torture ou des sévices physiques et psychologiques. Cette ligne, l'Algérie l'a traversée de plein fouet en remettant Saifeddine Maalouf aux autorités tunisiennes. Le résultat a été immédiat. À peine transféré, l'avocat est jeté en prison. Nous sommes le 18 janvier 2026. Une peine lourde, 5 années fermes, prononcée par défaut dans des dossiers éminemment politiques, s'abat sur lui. Pourquoi cette hâte à l'enfermer? Parce qu'il appartient à l'opposition. Parce qu'il refuse de se soumettre à un pouvoir tunisien entièrement accaparé, verrouillé et imposé par la force par Kais Saied. Cette décision ne relève pas d'une simple erreur administrative. C'est une entorse grave, flagrante au droit international. Elle vient confirmer cette entente toxique entre deux régimes autoritaires, unis dans une sorte de pacte impitoyable. La règle est pourtant limpide. L'article 33 de la Convention de Genève de 1951 interdit formellement de renvoyer une personne vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée pour des raisons politiques, religieuses ou identitaires. En ratifiant ce texte, en 1963 puis en 1967, l'Algérie s'est engagée. En l'ignorant, elle a piétiné ses propres obligations. Quant à Maalouf, je le dis clairement, même sans partager ses idées, même en rejetant ses orientations politiques ou idéologiques, cela ne change rien à l'essentiel. C'est un être humain. Et un être humain a des droits. On ne jette pas quelqu'un en prison pour une opinion. La liberté de conscience et d'expression ne sont pas négociables. De nombreuses organisations internationales l'ont compris. Elles alertent aujourd'hui sur les risques bien réels de persécution, de torture et de procès inéquitables en Tunisie, où la justice, comme ailleurs dans la région, est étroitement contrôlée par l'exécutif. Aucun engagement sérieux n'a été fourni pour garantir un jugement équitable. Et pour cause, on ne donne pas de garantie quand on parle d'un réfugié politique. Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux a dénoncé ce transfert comme une nouvelle violation du droit international des réfugiés. De leur côté, l'Organisation arabe des droits de l'homme et d'autres ONG algériennes basées en Europe ont pointé une atteinte manifeste aux droits d'asile et aux engagements internationaux. Un scandale juridique et un signal politique glaçant. Je le redis. Et cette fois avec insistance. Cette extradition, au-delà d'être politiquement douteuse, est aussi moralement indéfendable et juridiquement condamnable. Elle n'en ferait pas qu'un seul texte international, mais foule aux pieds plusieurs conventions fondamentales que l'Algérie a elle-même signées. Prenez par exemple le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, un document que l'Algérie a ratifié en grande pompe. Ce texte interdit noir sur blanc toute extradition vers un État où la personne concernée court un risque sérieux de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Et dans le cas de Safou Dinouf, ce risque n'est pas hypothétique, il est réel, palpable, prévisible. Des voix influentes l'ont d'ailleurs dénoncé. L'ancien président tunisien Moncef Marzouki, mais aussi la propre sœur de l'opposant, Nadia, ont tiré la sonnette d'alarme. Tous deux parlent d'une atteinte grave à l'ordre juridique international. Et pour cause, Maalouf était au beau milieu d'une procédure de demande d'asile. Il bénéficiait déjà d'un statut de réfugié politique reconnu par une institution des Nations Unies. Et que demandait-il au fond? Pas la Lune, juste de pouvoir rejoindre l'Europe comme le permettait son statut. Avec un simple laissez-passer délivré par les autorités algériennes, il aurait pu embarquer et atterrir dans un pays où sa sécurité aurait été assurée. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui a ses bureaux à Alger, avait déjà validé son dossier.
Tout était en règle. L'Algérie n'avait qu'une chose à faire, le laisser partir. Elle a préféré trahir ses engagements. Un principe fondamental. Tout réfugié a le droit de vivre là où sa sécurité est assurée. Tant qu'il n'est pas menacé de persécution ou de renvoi vers le pays qu'il a fui, il a pleinement le droit de rester. Dans le cas de Safoudinouf, ce principe a été bafoué. L'Algérie a préféré fermer les yeux sur le droit international, piétiner ses propres engagements et l'exposer à un danger qu'elle était censée empêcher. Et ce n'est pas un avis isolé. Le Comité tunisien pour le respect des droits humains l'a souligné noir sur blanc. Cette extradition n'est pas seulement un faux pas juridique, c'est aussi un signal alarmant d'un rapprochement sécuritaire entre Alger et Tunis. Un rapprochement qui se fait, faut-il le préciser, sur le dos des opposants politiques. Petite précision essentielle, il n'existe aucun traité d'extradition officiel entre la Tunisie et l'Algérie qui primerait sur le droit international relatif aux réfugiés. Oui, il y a des accords bilatéraux. Oui, chaque pays a ses lois. Mais l'Algérie a volontairement adhéré à des conventions internationales et dans l'ordre juridique, c'est clair comme de l'eau de roche. Les engagements internationaux priment sur les accords entre États ou les lois nationales. D'ailleurs, la Constitution algérienne elle-même le dit sans détour. Quand l'État algérien ratifie un traité international ou intègre une convention globale, il doit aligner ses lois internes sur ces textes. Autrement dit, aucun accord avec Tunis ne justifie qu'on trahisse un réfugié. Ce qui s'est passé ici, c'est une rupture nette avec le droit, un reniement complet d'un principe fondamental, la protection des plus vulnérables. Soyons clairs, les petites ententes secrètes ou les pactes de coopération entre Alger et Tunis, aussi solides soient-ils, ne donnent à aucun régime, pas même celui d'Abdelmadjid Tebboune, le droit de tourner le dos aux engagements internationaux de l'Algérie. Ce n'est pas parce qu'on se serre la main dans l'ombre qu'on peut se permettre de livrer un réfugié politique à un pays où il risque les coups, la torture, une détention arbitraire et un procès cousu de fil blanc. Même les accords les plus stratégiques en matière de sécurité n'ont pas le pouvoir magique d'écraser les fondements du droit humanitaire. Et ce que les autorités algériennes ont fait ici ne peut pas, ne doit pas être excusé. Aucune justification ne tient. Ce n'est pas une politique d'État. C'est un marché honteux entre deux systèmes autoritaires qui, sous couvert de sécurité régionale, s'échangent les opposants comme de simples marchandises. Cette affaire ne relève ni de la loi ni de la diplomatie, mais d'un arrangement cynique et dangereux entre deux régimes qui partagent plus qu'une frontière. Une même obsession pour le silence. Et ce silence-là, il s'achète au prix de vies brisées. C'est illégal, c'est inhumain, et c'est indéfendable. Et là, franchement, il y a de quoi s'étouffer. Quand j'entends les soutiens du régime de Tebboune ou ceux de Kais Saied se draper dans leur cape de défenseurs des droits de l'homme, critiquant à grand cri Israël, vilipendant les Émirats arabes unis ou pointant du doigt le Maroc pour leurs atteintes aux libertés, j'avoue, c'est le sommet du théâtre politique. On dirait qu'ils se prennent pour des champions de la justice universelle. Sauf que chez eux, c'est blackout total sur la répression. Comment peut-on oser condamner les violations du droit international quand, dans le même souffle, on trahit ce même droit sur son propre territoire? Quand on livre des réfugiés à des régimes qui les pourchassent, qui les torturent, qui les réduisent au silence à coups de barreaux et de procès truqués? C'est quoi cette double morale? Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la pure hypocrisie. Et ça crève les yeux. On ne peut pas prêcher la justice tout en abritant l'injustice. On ne peut pas pointer les abus ailleurs pendant qu'on collabore, en coulisses, à des abus encore plus sordides. Le masque tombe et il ne reste que le cynisme. Franchement, à ce stade, toute prétention à la crédibilité est partie en fumée. Que ce soit pour parler d'Israël, des sionistes ou du peuple palestinien, leur discours sonne creux, vidé de sens. Comment peut-on prétendre défendre la justice à l'international quand, dans le même temps, on trahit les principes les plus élémentaires du droit? Un simple opposant tunisien, en fuite, qui espérait juste traverser l'Algérie comme zone de transit. Oui, il a franchi la frontière sans visa, et alors? Il a été arrêté, condamné à quelques mois de prison. Très bien, la loi est la loi. Mais il a ensuite fait une demande d'asile, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
rien de moins qu'une autorité internationale de référence, a étudié son dossier et tranché. Ce monsieur est bel et bien un réfugié politique. Point final. Ce n'est pas une ONG bidon. Ce n'est pas un avis personnel. C'est une institution de droit international, avec un bureau bien en place à Alger. Et quand une telle institution reconnaît un statut, il n'y a plus débat. L'État d'accueil a le devoir de respecter cette décision. L'Algérie ne pouvait pas l'ignorer. Et pourtant, elle l'a fait. Ce qu'on a vu dans l'affaire Saïfoudinouf n'est rien d'autre qu'une honte, une tache sur l'image du pays. Ce n'est pas un simple écart, c'est une trahison des engagements les plus fondamentaux. Et la cerise sur le gâteau? Cette solidarité grotesque entre Hadid et Kais Sayed. Leur seul vrai projet commun, c'est d'éteindre toute opposition, de faire taire les voix critiques, d'écraser la liberté jusqu'à l'os. La loi, les conventions, la morale, ils s'en moquent éperdument. Ce qui les unit, c'est la peur du débat et le goût du pouvoir à vie.